Donc leçon 5, l'affirmation de l'état monarchique des Capétiens et des Valois. La problématique, c'est-à-dire la question à laquelle on va tenter de répondre, était comment les rois passent-ils de la féodalité à la constitution d'un véritable État, c'est-à-dire organisé, administré, entre le XIe et le XVe siècle. Je ne reviens pas sur les leçons du manuel ou sur les leçons vidéo, ni même sur les définitions dans leur ensemble. Je les expliquerai lors des exercices où nous pourrions en avoir besoin. Du coup, toute cette première partie, leçon du manuel, définition, exercice Learning Apps, servent de base aux travaux, c'est-à-dire qu'il s'agit finalement d'une introduction. Alors, passons à la première partie. Pourquoi les premiers Capétiens seraient-ils des rois faibles? Alors, comme on peut le voir sur les cartes du manuel, page 100-101, la Francie occidentale, ou tout simplement Francie, déjà à l'époque, est découpée en duchés, en comtés, où dominent de puissants seigneurs. Alors, ce phénomène n'est pas nouveau, on l'avait déjà évoqué en classe. Les menaces venant de l'Est par les Hongrois, du Sud, les musulmans, et du Nord, les Vikings, faisaient que le roi ne pouvait plus sécuriser tous les territoires, partout, en même temps, dans le royaume. Du coup, les comtes devaient se débrouiller seuls et ont finalement pris leur indépendance. Ils ne sont plus désignés par le roi, ils conservent le pouvoir et le transmettent même de manière héréditaire. Puis, les comtes veulent être de plus en plus puissants. Donc, ils s'attaquent entre eux, s'allient, ou bien se marient aux filles d'autres seigneurs, tout ça pour gagner de nouvelles terres. C'est le début d'une période qu'on nomme les guerres privées. Alors, les guerres privées, comme les guerres civiles, se déroulent à l'intérieur d'un pays, ici à l'intérieur du royaume. Mais elles ne voient pas l'affrontement des populations, les paysans entre eux par exemple, mais l'opposition entre les seigneurs et d'autres seigneurs. Les populations en sont malgré tout, surtout et toujours les victimes. Or, le roi qui est élu en 987, Hugues Capet, ne dispose que d'un petit territoire, le domaine royal, et c'est ce territoire seulement qu'il dirige réellement. Il n'est pas le seigneur le plus puissant. Son objectif va donc être de gagner en puissance, et pour cela, il faut accroître le domaine royal. Il faut accroître le domaine royal pour pouvoir s'enrichir, parce que les seigneurs gagnent de l'argent par les impôts qu'ils reçoivent des terres qu'ils dominent. Le seigneur gagne son argent grâce à ça. Conquérir, imposer son autorité sur de nouveaux territoires va prendre du temps puisque cela s'achève seulement au XVe siècle, soit près de 500 ans après l'avènement de Hugues Capet. Donc c'est tout ça qu'il va falloir étudier. Alors, on peut aussi se poser la question, pourquoi Hugues Capet devient-il roi s'il a si peu de puissance? D'abord parce que la dynastie carolingienne s'achève. Elle s'achève avec la mort du roi précédent, Louis V. Il n'a pas d'enfant. Alors, il a bien une famille, il a bien même un oncle en particulier qui tente de prendre la couronne et qui va mener une guerre pour cela, mais il n'y parviendra pas. Et il n'est pas soutenu par les grands seigneurs. Hugues était, au moment de la mort du roi Louis V, duc des Francs. C'est-à-dire qu'il avait un poste important. Il était en quelque sorte le régent du royaume, c'est-à-dire celui qui s'occupait des affaires du royaume. Il était, par ce poste-là, de duc des Francs, en relation avec les grands seigneurs du royaume, mais aussi avec l'Empire allemand, puisque les Carolingiens ont créé l'Empire, et que cet empire a perduré, même s'il ne se manifestait pas sur l'ensemble du territoire carolingien qui avait été découpé avec le traité de Verdun. Cela explique aussi qu'on ne va désormais plus parler de roi de Francie, mais de roi de France pour les historiens.
Alors, Hugues Capet est aussi choisi parce qu'il a le soutien de l'évêque Adalbéron, et avec lui de l'ensemble de l'Église, c'est-à-dire de l'ensemble des évêques. D'autre part, si les seigneurs acceptent ce roi, c'est aussi parce qu'il n'est pas suffisamment puissant pour s'imposer face à eux. La paix du roi dont on parlera, c'est pour plus tard. Les grands seigneurs pensent pouvoir poursuivre leur guerre privée, comme d'ailleurs le montre l'action et la réplique du comte de Périgord à Hugues Capet. Et donc, face à des seigneurs plus puissants que lui, face à ce qu'on va appeler ensuite des barons, ou des princes, parce qu'ils se comportent comme des chefs d'État indépendants du roi, il faut que le roi trouve un moyen de se placer au-dessus d'eux. C'est le but, le sens du sacre. Le roi devient une personne sacrée, et donc s'attaquer à lui, ou à ses biens, y compris à ses terres, est un sacrilège, c'est-à-dire une attaque contre ce que Dieu veut, le pire des crimes donc. De même, Hugues met en place une nouvelle dynastie en faisant sacrer son fils de son vivant, mais plus que cela, il met en place une monarchie héréditaire, c'est-à-dire que le fils succède à son père. Et c'est effectivement ce qu'il se passe pendant 250 ans. C'est ce qu'on appelle le miracle capétien, puisqu'il y a toujours eu un garçon, la plupart du temps premier-né, pour succéder au roi qui venait de mourir. Donc, Robert, fils de Hugues, est donc sacré pour imposer une nouvelle dynastie face au pouvoir des seigneurs. Parce que le roi est normalement désigné par les seigneurs. Et officiellement, ça reste le cas jusqu'à Philippe II, qui est lui-même sacré avant la mort de son père. Avec Philippe II, cette élection, qui n'en avait plus que le nom, puisqu'en réalité le successeur était déjà désigné par son père, cette élection s'arrête, et Philippe II montre donc que les seigneurs ont perdu du pouvoir. Mais on n'en est pas là. L'Église, par contre, a gagné beaucoup de pouvoir par le sacre. C'est elle qui pratique le sacre. Et donc ce sacre est longtemps fait avant même que le roi gouverne. Donc Robert, fils de Hugues, ou Philippe II, fils de Louis VII, sont sacrés du vivant de leur père. Le fils est associé au trône, et Hugues reprend là une pratique qui existe déjà à Byzance, dans l'Empire byzantin, dans l'Empire romain d'Orient. Cela montre que le principe dynastique est encore mal assuré malgré tout, puisque le roi avait besoin de sacrer son fils de son vivant pour être sûr qu'il lui succéderait à sa mort. Un autre moyen pour le roi d'imposer son autorité, c'est la féodalité. La féodalité, c'est l'ensemble des liens qui régissent les relations entre les seigneurs et leurs vassaux. Le problème, c'est que les seigneurs et les vassaux sont les mêmes personnes la plupart du temps. Le roi a bien des vassaux, qui sont les grands seigneurs, sauf qu'en réalité, on l'a évoqué tout à l'heure, en fait, les grands seigneurs ne se comportent pas comme des vassaux qui doivent leur fief à leur seigneur le roi, mais bien comme des princes quasiment indépendants. Les grands seigneurs ont par contre, eux, des vassaux qui leur obéissent, qui sont des seigneurs puissants. Ces seigneurs puissants ont eux-mêmes des vassaux, et les vassaux sont donc des seigneurs, je l'ai dit tout à l'heure, et ces seigneurs sont eux-mêmes des vassaux. Bon, enfin, c'est le bazar. Tout cela s'arrête lorsque le petit seigneur n'a pas les moyens de donner un fief sous forme de terre à ses vassaux. Il prend alors des chevaliers à son service, les loge chez lui. Ces vassaux-là ne sont pas seigneurs, et ce sont de simples guerriers. Dans le cas de Philippe II face à Jean sans Terre, roi d'Angleterre, qui est aussi duc d'Aquitaine en France, le duc d'Aquitaine est le vassal du roi de France pour les terres dont il a possession en France. Le roi de France est le seigneur du duc d'Aquitaine. Le duc d'Aquitaine est lui seigneur du comte de la Marche, qui est donc le vassal du duc d'Aquitaine. En échange du fief, qui est donc souvent une terre, c'est-à-dire en fait un château,
et des villages. Le vassal a un certain nombre d'obligations. Alors, il doit principalement conseil à son seigneur, c'est-à-dire qu'il doit l'aider à prendre de bonnes décisions. Il doit également l'aider à la guerre, c'est le principe de la féodalité d'ailleurs, puisque ce sont des personnages qui sont censés faire la guerre, c'est leur métier. Cette obligation se limite à un certain nombre de jours dans l'année, ça peut être par exemple 40 jours. Pendant 40 jours, le vassal doit venir avec ses troupes pour accompagner son seigneur qui va faire campagne militaire. Alors ça explique déjà que les guerres privées, donc les guerres entre seigneurs, sont courtes à l'époque puisqu'il faut libérer les vassaux, il faut libérer leurs hommes après un temps relativement court. Faire la guerre, du coup, se limite souvent à attaquer les villages de l'ennemi, qui sont souvent d'ailleurs du coup des villages voisins, et détruire les productions agricoles ou bien les piller. D'autre part, le vassal doit aussi assurer une aide financière, notamment si le seigneur a été capturé par l'ennemi. Le vassal aidera à payer la rançon pour sa libération. En effet, les chevaliers combattent entre eux, et le combat entre chevaliers ne consiste pas à massacrer l'ennemi, mais à le capturer pour le rançonner. Les chevaliers sont d'ailleurs déstabilisés lorsque l'ennemi ne cherche pas à capturer, mais à tuer l'adversaire, comme à Bouvines par exemple. Outre le fief, qui doit permettre au vassal de s'équiper correctement pour aller à la guerre, et la guerre étant l'activité principale des chevaliers, le seigneur doit aussi protéger son vassal s'il est attaqué, mais il peut également le juger, notamment si son comportement ne respecte pas ses obligations. C'est par ce moyen-là, ce biais-là, que Philippe II va confisquer les terres du roi d'Angleterre en France. Pour mettre en place ces liens de féodalité, se constitue la cérémonie d'hommage. Le vassal tient ses mains jointes en signe de prière, mais aussi de demande, de soumission. Le seigneur lui prend les mains pour montrer qu'il le protégera. Le vassal jure ensuite de respecter ses obligations, il le jure devant Dieu, alors ça peut prendre des formes différentes, et le seigneur promet de le soutenir. Les deux s'embrassent, c'est-à-dire se prennent dans les bras, mais se font aussi un baiser sur la bouche. Pourquoi sur la bouche? Il s'agit de clore la parole, de sceller la promesse qui a été faite. Le seigneur donne ensuite au vassal un bâton, une motte de terre, peu importe, un élément qui va symboliser les terres du fief qui ont été reçues par le vassal. Normalement, cette cérémonie ne se déroule qu'au moment où le fief est donné, ou bien à la mort soit du seigneur, soit du vassal, par le nouveau possesseur de la puissance féodale. Le roi de France, lui, va exiger des grands seigneurs qu'ils rendent cet hommage régulièrement, annuellement, par exemple. Et ça, le roi d'Angleterre va le ressentir comme une forme d'humiliation. Parce que le roi d'Angleterre, même s'il est duc d'Aquitaine seulement en France, il est roi d'Angleterre. Il a le même titre que le roi de France. Il a même plus de terres que lui dans le royaume de France. Donc, quand il le peut, il évite de faire cet hommage, de s'agenouiller devant le roi de France. Et c'est notamment ce que reproche Philippe II à Jean d'Angleterre au début du XIIIe siècle. En y ajoutant l'enlèvement de sa deuxième femme lors du mariage de celle-ci avec le comte de la Marche, et alors qu'elle a moins de 15 ans, on comprend que le roi Philippe II puisse confisquer les terres. Hugues de la Marche, le fiancé outragé, en appelle à Philippe parce qu'il est le seigneur suzerain, c'est-à-dire le seigneur du duc d'Aquitaine, donc qui est aussi roi d'Angleterre, mais ça ne compte pas, mais il est jugé parce qu'il est duc d'Aquitaine par le roi de France. Et Hugues peut se permettre de le demander parce qu'il est l'arrière-vassal de Philippe. Il est le vassal du roi. Toutes ces péripéties débouchent sur plusieurs conflits avec Jean, qui permettent donc à Philippe d'agrandir le domaine royal
par confiscation, par action militaire. La bataille de Bouvines en est l'aboutissement en quelque sorte, puisqu'elle marque la victoire définitive de Philippe II sur Jean d'Angleterre. Le roi montre au grand seigneur que désormais il peut s'imposer même face aux plus puissants. Le roi ne récupère pas toutes les terres dans le domaine royal, il en confie certaines aux seigneurs qui lui sont fidèles. On peut donc du coup passer au niveau supérieur. Le roi ne veut plus simplement être le suzerain, le seigneur des seigneurs, mais il veut régner sur l'ensemble des terres et de la population de son royaume, faire appliquer le droit qu'il aura décidé, administrer finalement le royaume, c'est être souverain. Pour cela, le roi développe une capitale à Paris, qui permet de rassembler les archives de l'État, et donc toutes les preuves utiles concernant le partage des terres, par exemple. À Paris se développe une cour de justice qui gère les appels au nom du roi. Alors je rappelle que la justice de première instance, la première étape, est la justice seigneuriale, dont on peut douter de l'impartialité. Les habitants du domaine royal d'abord peuvent venir plaider leur cause s'ils trouvent que la justice seigneuriale n'a pas été juste. Alors évidemment, il faut avoir les moyens de le faire, cela limite le nombre d'affaires. Le roi met également en place des hommes pour contrôler les territoires, qui sont donc de plus en plus vastes. On les appelle les baillis au nord du royaume, les sénéchaux au sud du royaume, ce sont des officiers. Leur nom change donc en fonction de la région où ils se trouvent, et simplement à cause de cela. Les baillis appliquent la justice du roi, lèvent l'impôt au nom du roi, impôt important puisqu'il permet de faire la guerre, mais il va aussi, plus tard, devenir permanent. Le roi est donc devenu souverain, puisqu'il peut faire appliquer ses décisions, qu'on appellera édits ou ordonnances. Il peut les faire appliquer d'abord à l'ensemble du domaine royal, puis ensuite sur l'ensemble du royaume.